C'est donc la première question que je vais poser à Madame Théry, puis à Madame Mizuno. En tant que sociologue du droit, sociologue de ce temps long de l'histoire, comment comprenez-vous les évolutions de la famille ces dernières décennies, pendant le XXe siècle et jusqu'à maintenant? Donc, pour la France, si nous voulons avoir une idée d'ensemble du changement, peut-être la première chose à faire est de revenir vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Quelle était la situation en France entre 1945 et la fin des années 60? Nous avions une nuptialité élevée. 90% des personnes se mariaient. Une fécondité élevée. 3 voire 4 enfants par femme, avec des familles beaucoup plus nombreuses, 6 à 8 enfants, à la fois dans la bourgeoisie traditionnelle riche et chez les plus pauvres, les deux bouts d'une courbe en U. On avait également des mariages stables, une divorcialité faible. Seulement un mariage sur 10 était susceptible de se terminer par un divorce. Donc vous voyez, c'est une période où on a finalement la domination d'un modèle, la famille unie, stable, légitime. Alors, l'élément clé pour comprendre ce modèle, c'est que c'est la partition sexuée des rôles. C'est la période où triomphe le modèle qu'on dit « Monsieur Gagne-Pain ». Avec l'urbanisation, on a vu en effet baisser énormément l'activité féminine. Quand la France était majoritairement rurale, les agricultrices travaillaient. Avec l'urbanisation, on voit baisser l'activité féminine, et l'année où il y a le moins d'activité féminine de toute l'histoire est 1961. Alors, la raison principale, outre le fait qu'il y a moins de femmes agricultrices, c'est que le modèle de la femme au foyer, qui traditionnellement était un modèle pour les nobles, pour les bourgeois riches, ce modèle se démocratise jusque dans la classe ouvrière. Cependant, cette période est complexe, parce qu'au même moment où triomphe le modèle de la femme au foyer, déjà s'accumulent toutes les raisons de changer. Les jeunes filles font des études de plus en plus longues, et leurs parents pensent qu'évidemment elles vont travailler. Le développement du tertiaire, des emplois de bureau, sont des réservoirs de futurs emplois féminins. On change aussi d'idée sur la sexualité, sur la famille. Tous ces changements éclatent quand ma génération, on appelle la génération du baby-boom de 1945, arrive à l'âge adulte. Alors quelque chose change profondément. Qu'est-ce qu'il se passe entre 65, la fin des années 60 et aujourd'hui? On a 4 grands changements. Le premier changement, c'est la baisse de la nuptialité, qui est très importante, et le développement du couple et de la famille en dehors du mariage. Le mariage n'est pas dévalorisé, mais il a profondément changé. Désormais, plus de la moitié des enfants chaque année naissent de parents non mariés. On se marie plus tard. Souvent, les enfants viennent au mariage de leurs parents. On constate un certain renouveau du mariage. Il n'y a pas de conflit entre mariés et non mariés. Et il y a un renouveau du mariage car les personnes ressentent un besoin accru de rituels. L'institution en 2013 du mariage de même sexe contribue à remettre le mariage à la mode. Le deuxième changement, c'est le fait qu'on remet en cause le modèle Monsieur Gagne-Pain et on assiste à un développement important des familles à double carrière. Aujourd'hui, l'immense majorité des femmes travaillent, même quand elles ont des enfants, même si on constate une baisse de l'activité
à partir de 3 enfants. La troisième changement, c'est la baisse de la fécondité avec un modèle de famille autour de 2 enfants par femme. C'est ce que les femmes souhaitent. 1 à 3 enfants. Et elles en font 2. Vous savez que c'est un record en Europe. Nous sommes le pays qui fait le plus d'enfants. Et l'on explique en général ce taux de fécondité, qui est donc plus élevé qu'au Japon et dans beaucoup de pays, par un succès de nos politiques familiales qui ont accompagné l'entrée des femmes sur le marché du travail, avec en particulier des aides financières et des équipements collectifs pour les jeunes enfants. La marque de la France, c'est l'école maternelle gratuite pour tous les enfants à partir de 3 ans. Le 4e changement, c'est l'augmentation de la divorcialité. Je vous ai dit tout à l'heure, avant, un mariage sur 10 se terminait par un divorce. Aujourd'hui, 1 sur 2. Cette augmentation des divorces a entraîné une augmentation des familles monoparentales. Presque un enfant sur 5 vit en famille monoparentale. En général, cette famille est conduite par la mère parce que, au moment du divorce, dans la majorité des cas, la garde des enfants, la résidence des enfants est confiée à la mère. Même si on constate, ces dernières années, une augmentation significative des résidences alternées, une semaine chez le père, une semaine chez la mère, qui représente 17% des cas. Et 8% des cas, les enfants sont confiés principalement au père. Mais massivement, les enfants restent, après le divorce, chez leur mère. Ces familles monoparentales sont un problème parce qu'elles sont beaucoup plus souvent que les autres en situation de pauvreté. Quand la règle sociale, c'est la famille à double carrière, c'est-à-dire à double salaire, il est très difficile de vivre avec un salaire féminin qui est notoirement plus bas que les salaires masculins. Un enfant sur 10 vit en famille recomposée, c'est-à-dire avec un de ses parents et un beau-père ou une belle-mère, et éventuellement des demi-frères et des demi-sœurs. Alors, tout cela, donc, provoque une diversité des configurations familiales. Mariées, des familles mariées, non mariées, unies, séparées, monoparentales, recomposées. Des facteurs de diversité supplémentaires se sont ajoutés. Je voudrais en citer quelques-uns. D'abord, un facteur dont on parle peu, c'est l'augmentation des couples mixtes. Un quart des mariages qui sont célébrés chaque année, quand on compte les mariages des Français à l'étranger, donc un quart des mariages sont des mariages mixtes entre une personne de nationalité française et une personne de nationalité étrangère. C'est beaucoup. Si on contente de parler des mariages célébrés en France, on oublie les mariages célébrés au Japon, aux États-Unis, partout dans le monde. Donc en France, 12% des mariages incluent une personne qui n'est pas de nationalité française. C'est donc un phénomène très important et on en parle très peu. Par contre, on parle beaucoup de situations qui suscitent des grands débats, mais qui ne sont pas très nombreuses. Je voudrais en citer quelques-uns. On parle beaucoup de l'adoption, mais les enfants adoptés sont de moins en moins nombreux. Cela est dû au fait qu'en France, il y a très peu d'enfants abandonnés, mais que dans le monde, il y a maintenant de moins en moins d'enfants adoptables. Il y avait 4000 adoptions internationales par an en 2005 et moins de 900 aujourd'hui.
il y a en France 30 000 couples qui ont l'agrément pour une adoption et qui attendent que la possibilité d'un enfant soit trouvée. Vous voyez? Donc on parle beaucoup de l'adoption et elle devient très peu nombreuse. C'est encore plus vrai pour la procréation médicalement assistée. La procréation médicalement assistée, toute méthode comprise, c'est 5% des naissances. Mais dans 95% des cas, il s'agit d'une procréation à l'intérieur du couple. C'est un couple marié ou non marié qui va pouvoir procréer grâce à une fécondation in vitro, etc. Ce dont on parle le plus, c'est la procréation assistée avec un don de sperme, don d'ovocytes, mais c'est très peu. 5% de la PMA, donc 5% de 5% des naissances. 0,021, etc. Donc c'est peu, il n'empêche que c'est quand même très important culturellement. Un autre cas qui est peu fréquent encore et dont on parle beaucoup, c'est le développement des familles homoparentales, surtout depuis une quinzaine d'années. On estime aujourd'hui qu'environ 30 000 enfants, mais il y a beaucoup de discussions, vivent avec 2 parents de même sexe, le plus souvent 2 femmes. Mais le nombre ne cesse d'augmenter et cela suscite des débats importants. Donc, on ne mesure pas l'importance d'un débat au nombre de personnes concernées. Parce qu'un enjeu important pour la France, c'est: sommes-nous capables en France d'accueillir les situations familiales minoritaires? Ça n'est jamais facile d'être minoritaire. Mais quel est l'accueil que nous faisons à ces configurations familiales minoritaires? Et malheureusement, je vais être obligée de vous montrer ce soir que nous ne faisons pas toujours un bon accueil à ces situations minoritaires. Donc j'en reparlerai. Alors, je vais en venir tout de suite, Monsieur Miura, à ce retour en arrière sur le temps long. Comment peut-on comprendre ces changements en les mettant en perspective sur le temps long? Ce qu'il faut rappeler, c'est que au moment du Code Napoléon de 1804, on a institué un modèle de famille qui avait 2 caractéristiques. C'était un modèle matrimonial. La seule famille reconnue était la famille légitime. Et c'était un modèle qui était hiérarchique entre les 2 sexes. La famille légitime est fondée sur le pouvoir du pater familias, qui repose sur 2 piliers juridiques, la puissance maritale, la puissance paternelle. Le mari doit protection à sa femme, la femme doit obéissance à son mari. La femme n'a pas, pour le droit, elle n'a pas de voix, au sens de la voix, elle n'a pas de voix propre. Elle doit agir comme son mari, parler comme son mari, faire un avec lui. C'est le principe de la hiérarchie. Ce modèle du Code Napoléon, hiérarchique, a été progressivement mis en question au fur et à mesure que la valeur d'égalité des sexes a progressé. Et pour moi, le point clé de l'égalité, ça n'est pas simplement plus de droits, c'est que plus progresse cette égalité, plus la femme est considérée comme un être qui a une voix, qui peut parler, qui doit être écoutée, on peut dire comme une véritable interlocutrice de l'homme. Le philosophe américain Stanley Cavell a consacré un très beau livre à cette question, le rapport entre l'interlocution et l'égalité des sexes.
ce livre qui s'appelle « À la recherche du bonheur, Hollywood et la comédie du remariage » nous montre comment l'égalité des sexes s'est traduite dans la culture occidentale par l'avènement d'un nouvel idéal du mariage moderne, le mariage conversation. Et j'ajouterais que l'idéal du couple, ce n'est plus comment avec deux ne faire qu'un, comme autrefois, c'est comment avec un et un faire deux. Le nouvel idéal de conversation, c'est l'idéal du couple qui est un duo. Et vous le savez, pour chanter en duo, il faut deux voix. Alors qu'autrefois, il fallait plutôt une seule voix. Alors, parler à deux voix, ça pose des problèmes. Et on comprend que plus le couple devient un duo, plus il y a place pour le désaccord, la dispute, le conflit. Si la conversation ne fonctionne plus, si on se dispute ou si on ne se parle plus, tout simplement, le couple n'est qu'une coquille vide. Et le divorce apparaît alors comme une issue légitime. En un mot, on ne valorise plus le mariage à n'importe quel prix, comme c'était le cas autrefois quand le mariage était indissoluble. Alors, cependant que le mariage a admis une certaine précarité, tout se passe comme si le besoin de sécurité s'était déplacé sur la filiation. La norme aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus obligé de rester avec son mari ou sa femme toute la vie. Mais il y a des personnes à qui l'on doit d'être auprès d'eux toute la vie, de les aimer toute la vie, de les soutenir toute la vie, ce sont les enfants. Et donc, se produit un grand déplacement. L'idéal d'indissolubilité n'a pas disparu, mais il s'est déplacé du mariage vers la filiation. Alors, quelles ont été les conséquences en matière juridique de ce changement? Eh bien, déjà, très rapidement, pour le couple, qui n'est pas vraiment notre sujet principal ce soir, on est passé d'un modèle unique du couple marié à un modèle, en fait, pluriel, où le droit français a institué le choix entre trois possibilités de couple. Les concubins, les pacsés, le pax, qui est une sorte de déclaration officielle de concubinage, que l'on peut rompre très facilement, mais qui vous donne des droits sociaux, et puis le mariage. Depuis 2013, les homosexuels, comme les hétérosexuels, ont le choix entre ces trois possibilités, le concubinage, le pax, le mariage. Et ce qui fait sens, c'est la coexistence de ces possibilités. Dans une même famille, on a, comme c'est mon cas, des enfants mariés, des enfants non mariés, et on dit c'est leur choix. On ne s'autorise pas à choisir à la place des personnes. On respecte leur choix. Se marier ou ne pas se marier est une question de conscience personnelle. C'est ce que j'ai appelé le démariage. Alors, dans ce contexte, que s'est-il passé pour la filiation? Eh bien, il y a eu deux moments. Dans un premier temps, la filiation s'est profondément unifiée. Dans le modèle traditionnel, on avait vraiment deux filiations. La filiation noble, la filiation digne, honorable, c'était la filiation légitime, en mariage. Et en face, on avait la filiation honteuse, la filiation stigmatisée. C'est la filiation en dehors du mariage, qui concernait seulement les femmes qui avaient été enceintes sans être mariées. Mais il faut savoir, je dis ça concernait seulement les femmes, parce que rien n'obligeait un homme à reconnaître l'enfant qu'il avait procréé en dehors du mariage.
il y avait un principe donc d'irresponsabilité pour les hommes, alors que pour les femmes, au contraire, c'était sur elles que pesait tout le poids du déshonneur de cette filiation hors mariage. Alors, quel était l'idéal de filiation au temps du mariage traditionnel? C'était un idéal d'exclusivité. Si je trouve, voilà la formule de cet idéal. L'enfant doit avoir des parents mariés, et dans le cadre du mariage, il doit avoir un seul père, une seule mère, pas un de moins, pas un de plus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour l'enfant, il vaut mieux ne pas être ce qu'on appelait un bâtard. S'il est un bâtard, s'il est né en dehors du mariage, il sera considéré comme ayant une tache sur le front toute sa vie. Il ne sera jamais vraiment considéré comme un humain égal aux autres. Et si ses parents sont mariés, alors l'idéal, c'est que une seule femme soit à la fois celle qui l'a procréé, celle qui a accouché de lui, donc la mère biologique, si vous voulez, que la même femme soit aussi celle qui l'élève dans sa maison, la mère sociale, mais que cette même femme soit également celle qui a le statut juridique, la mère du droit, la mère symbolique. Donc, biologique, sociale, symbolique, pour une seule personne qui sera la vraie mère. Et même chose pour le père, il doit être le géniteur, le père social et le père du droit. Il sera le vrai père. Alors bien sûr, cet idéal ne correspondait pas toujours à la réalité. Il y avait, dit-on, des hommes qui n'étaient pas les géniteurs des enfants que leur épouse avait mis au monde. Et bien dans ces cas-là, la règle, c'était que l'on devait faire comme si. On devait faire comme si. On avait donc un modèle qui mettait au centre des valeurs le lien de sang, même s'il n'était fondé non pas sur la procréation, mais sur le statut de personne mariée. Aujourd'hui, quel est le problème majeur? Le problème majeur qui se pose pour la filiation, c'est que nous avons unifié, comme je l'ai dit, la filiation, mais nous n'arrivons toujours pas à admettre une certaine pluralité des façons de devenir parents. Il y a finalement, c'est ce que nous défendons dans le rapport que j'ai rédigé, dans la France contemporaine, il y a 3 façons de devenir parent. La première façon, c'est par la procréation charnelle. Je me reconnais parent de cet enfant, j'endosse le statut de parent parce que j'ai fait cet enfant. Et ça, c'est l'immense majorité des cas. Mais une autre façon possible de devenir parent, c'est d'adopter l'enfant. Je me reconnais parent de cet enfant que je n'ai pas fait, que je ne prétends pas avoir fait, parce que je l'ai adopté. Et puis, il y a une 3e façon de devenir parent. Je me reconnais parent de cet enfant parce que je l'ai engendré avec l'aide d'un tiers donneur, d'une tierce personne qui a donné du sperme, des ovocytes, en général de sa capacité procréatrice pour nous permettre de faire un enfant. Donc, les choses devraient être simples, voyez. Il y a maintenant une même filiation pour tous, c'est-à-dire les droits, les devoirs, les interdits qui font le lien de filiation sont les mêmes pour tout le monde, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Ils sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes, c'est-à-dire le devoir de prendre soin de l'enfant, de l'éduquer, d'exercer une autorité bienveillante à son égard, de le secourir quand il est dans le besoin.
les mêmes interdits, l'interdit de l'inceste, l'interdit des violences à l'égard de l'enfant, tout ce qui définit ce qu'on attend d'un parent, c'est commun pour tout le monde, pour les pères et pour les mères, pour les gens mariés et non mariés, unis, séparés, et aujourd'hui même pour les couples homosexuels et hétérosexuels, j'en parlerai tout à l'heure. Mais, et ça, c'est admis, ce que nous n'arrivons toujours pas à traduire en droit, c'est le fait que cette filiation devrait aussi être pluraliste, c'est-à-dire qu'on devrait admettre les 3 façons de devenir parent. Et j'essaierai tout à l'heure, à l'occasion du début d'autres questions, d'expliquer pourquoi nous n'arrivons toujours pas à admettre le pluralisme des façons de devenir parents. Nous avons tendance, pour le dire en un mot, à considérer que seuls les vrais parents sont ceux qui ont procréé l'enfant. Nous avons beaucoup de mal avec l'adoption, nous avons encore beaucoup de mal avec la procréation assistée, à les reconnaître comme étant des façons à part entière de devenir des parents. Merci. Merci beaucoup pour ce panorama des changements et de la diversité familiale. Je crois qu'on a pu déjà saisir des points communs avec le Japon. En tout cas, une évidence, c'est les répercussions profondes, longues de l'urbanisation, par exemple, et cette égalité entre hommes et femmes qui n'est pas réelle, mais qui en tout cas est un objectif que se donnent nos 2 sociétés. Je retiens aussi, parce que je crois que c'est important pour la compréhension du droit japonais, le rôle des minorités, de ces petits cas, dans la redéfinition, dans la rediscussion des normes et des règles. Vous avez évoqué combien la diversité contemporaine est aussi des réactions des codes plus anciens, et en particulier la logique du code napoléonien. C'est le point commun avec le droit japonais qui s'est beaucoup constitué en s'inspirant du code napoléonien. Et donc, je vais laisser Madame Mizuno nous expliquer comment les pratiques japonaises peuvent être en réaction avec cette première norme.